Hello la mif, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Oui, c'est moi, c'est bien moi. Je sais, j'ai pas posté de vidéo depuis long time, mais je suis là, c'est le principal, hein, mieux vaut tard que jamais. On est là, on est bien. Comme vous le savez peut-être, j'ai lancé un podcast entre temps. Ça m'a pris la plupart de mon temps libre parce que de toute façon, quand je lance un projet, je suis à fond dedans et puis après là j'essaie de jongler avec celui que j'avais déjà fait parce que j'avais pas envie de laisser tomber la chaîne YouTube, pas du tout. Et donc me voilà en train de filmer dans un nouvel appartement comme vous pouvez le constater avec ma petite banane. Je suis excessivement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un book club numéro 4 en fait tout simplement. On va parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai découvert pendant le Covid, pendant le confinement, le tout premier. Un livre qui change ta vie en fait. Je dis peut-être ça pour tous les livres de développement personnel, mais je le pense peut-être pas toujours. En l'occurrence, celui-là, il est vraiment important. Voilà, donc let's go. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de ce livre qui a été écrit par nul autre que la grande et célèbre Lise Bourbeau, connue mondialement pour ce concept, plus globalement pour ce concept, mais qui a d'abord écrit un livre qui s'appelle Écoute ton corps et qui a été un best-seller en fait. Donc elle s'est fait connaître d'abord avec son premier bouquin, mais vraiment je pense que en France en tout cas, c'est vraiment les 5 blessures qui l'ont projeté sur le devant de la scène. Comme toutes les autrices et comme tous les auteurs connus, Lise Bourbeau a son site internet que je vais vous mettre en barre d'infos parce que ça regorge d'informations, de ressources incroyables, super importantes et gratuites pour certaines. Et donc c'est là que j'ai pu tirer quelques informations sur Lise Bourbeau, sur son histoire. Donc Miss Lise Bourbeau, c'est juste 27 best-sellers, 8 millions de livres vendus à son actif. Donc son tout premier best-seller qui s'appelle Écoute ton corps, comme je l'ai dit, qui s'est transformé en école de développement personnel qu'elle a construite, qu'elle a créée à Québec. Elle a fondé cette école en 1982 et toujours avec le même nom, Écoute ton corps, elle crée aussi sa propre maison d'édition. Voilà, les éditions ETC, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça a été fait par Miss Lise Bourbeau. Et donc que ce soit à travers ses livres, attendez, je vais poser ça parce que c'est pas très pratique. Et donc que ce soit à travers ses livres, à travers son école qu'elle a fondée, avec tous les ateliers qu'elle met en place, que ce soit à travers sa maison d'édition, son objectif principal, aider les gens à se reconnecter avec eux-mêmes, aider les gens à découvrir qui ils sont vraiment derrière toutes les blessures qu'ils ont accumulées, ces blessures qui, j'en parlerai un peu plus tard, mais nous font porter des masques en permanence et nous empêchent complètement de savoir qui on est réellement sans ces blessures. Et donc justement, au cœur de son approche, les 5 blessures qu'elle met en avant dans ce livre, c'est là qu'elle explique vraiment le concept, qu'elle les décrit en détail, avec les archétypes, avec le genre de caractéristiques qui peut se lier à chaque blessure, etc. C'est une véritable approche holistique de la relation d'aide à l'autre, parce qu'elle comprend les 3 systèmes de l'être, le système mental, le système physique et le système émotionnel. Et donc sa théorie, qui est un peu plus quand même qu'une théorie, c'est que pour atteindre la véritable harmonie de tout l'être, ça passe forcément par l'harmonie du système mental, du système physique et du système émotionnel. Tout en sachant bien que ce sont les systèmes mental et émotionnel qui dirigent le système physique. C'est vraiment, si on doit faire un classement d'importance, c'est, je dirais, le système mental et le système émotionnel qui sont plus ou moins sur la même ligne, mais quand même le système mental est un petit peu au-dessus. Et en dernier, on a le système physique. Ce qui fait qu'en réalité, si on veut apporter des changements sur toute chose, sur n'importe quoi, on va d'abord traiter les systèmes mental et émotionnels, qui ensuite amèneront des changements visibles, tangibles, concrets sur le système physique. Bon, après, pour revenir un petit peu sur Lise Bourbeau et son histoire, on va pas se mentir, même si c'est une personne qui est très altruiste et qui aide des millions de personnes chaque année avec tout ce qu'elle fait comme travail, ça reste avant tout une businesswoman, parce que quand même la nana, elle a écrit un best-seller en une semaine, puis ensuite elle en fait une école qu'elle fonde elle-même, qui a juste 27 best-sellers
à son actif. Et puis voilà quoi, c'est carton plein pour Lise Bourbeau. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on parle de ce best-seller là, de ce livre qui... Enfin, j'ai pas besoin de dire qu'il est best-seller à chaque fois parce qu'en réalité on s'en tape qu'il soit best-seller. Bon, il est pas best-seller pour rien, mais en vérité même s'il avait pas été best-seller, je vous en aurais quand même parlé parce que c'est une putain de pépite, d'accord? C'est un outil incroyable pour faire 1000 pas en avant dans la découverte de soi en un livre. C'est pas forcément que sans ce livre, vous allez jamais découvrir ça sur vous, quoique sur certaines choses, j'en doute fort. Mais en tout cas, il permet un petit peu de comme s'auto-diagnostiquer sur certaines choses, sur la blessure qui peut être la plus importante chez nous. Et bah du coup, il permet d'en faire quelque chose derrière, tu vois, de pouvoir agir. Parce qu'en réalité, tu peux pas vraiment agir sur un truc dont tu n'as pas conscience. C'est logique. Voilà, donc si jamais vous voulez en savoir plus sur Lise, genre c'est ma pote et tout, tu vois. Je vous laisse son site en barre d'infos et vous allez voir par vous-même parce que là, nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, let's go. Je vous rappelle quand même que j'ai pas de retour image, donc si je me touche les cheveux 25 000 fois dans la vidéo, c'est normal. C'est que je sais pas à quoi je ressemble, donc ça me stresse. Voilà. Le concept. Je vous avoue que quand j'ai découvert ce livre, je ne m'attendais pas du tout à la claque que j'allais prendre. Attention, je vous préviens. À l'époque, j'étais pas encore en thérapie. Et donc, ce qui me sauvait à l'époque, moi, c'était vraiment les livres de développement personnel. C'est pour ça que je me suis mise à fond là-dedans. C'était ma thérapie à moi. Bon, c'est avéré en fait que c'est pas du tout suffisant et que ça ne remplace pas une vraie thérapie, mais c'est un autre sujet. Bref, et donc j'ai trouvé ce livre qui, pour une fois, mettait des mots, mais tellement justes sur des trucs que j'avais déjà remarqués chez moi ou qui n'avaient pas été encore remarqués par mon système conscient. Mais qu'ensuite, en les lisant dans le livre, je me suis dit, oh putain, mais oui, je fais exactement ça, je suis exactement comme ça, c'est incroyable. Tu vois. Et donc, ouais, il m'a vraiment aidé à faire les connexions entre des éléments de mon passé, de mon enfance et de mes comportements d'adulte actuels. Et ouais, ça a été brutal, quoi. Enfin, brutal. Non, je veux pas vous faire peur, c'est pas que ça a été brutal, c'est que ça a été waouh, genre la révélation, tu vois, un truc de ouf. Et là, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais putain, parle en fait, explique c'est quoi ce concept, c'est quoi ces blessures, de quoi tu parles, dis-nous tout. J'arrive. Avant de vous détailler le concept, j'aimerais juste ajouter une petite précision. C'est que, comme l'autrice le dit elle-même dans son introduction, ce qu'elle va vous raconter là, c'est une théorie. C'est pas une théorie qui sort de nulle part, qui sort d'un Kinder Surprise, d'accord? Elle a fait des recherches, elle a travaillé avec des autres chercheurs, mais c'est pas quelque chose qui va être vérifié et vérifiable scientifiquement au sens propre du terme. C'est une chercheuse quand même. C'est une théorie, une hypothèse qui a été tirée de plein d'observations, de constatations, d'analyses, de vérifications de sa part à elle, j'imagine. Mais en aucun cas, c'est à prendre comme une théorie scientifique, tu vois. En fait, la théorie de Lise Bourbeau, c'est que toute personne née sur cette terre, venue sur cette terre, est en fait venue expérimenter une vie terrestre pour se permettre à elle-même de guérir de certaines blessures. Et pour ce faire, selon Lise Bourbeau, les âmes des personnes vont, pour se tracer un parcours de guérison sur Terre, choisir à l'avance tout ce qu'elles vont expérimenter. Et tout ce qu'elles vont expérimenter, ça inclut aussi de choisir ses propres parents, de choisir sa famille, de choisir l'environnement dans lequel tu vas grandir et expérimenter, et plus ou moins de choisir en fait tout ce qui va t'arriver. Cela étant dit, selon l'autrice, tu vas donc choisir tout ce que tu vas traverser, tu vas oublier en venant vraiment sur Terre parce que sinon c'est pas du jeu, et tu vas expérimenter jusqu'à arriver à l'acceptation, un concept dont je parle plus tard aussi, et donc arriver au changement, à la transformation, à la guérison, à tout ce que tu veux. Selon elle, c'est quelque chose qui peut te prendre toute ta vie, comme quelque chose qui peut te prendre plusieurs vies, ce qui amène du coup aussi le concept de la réincarnation, mais quelque chose que tu vas devoir expérimenter jusqu'à ce que tu aies compris en gros, tu vois. Les blessures dont on parle, qui sont l'objet de cette guérison, on en compte 5. On a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice et la blessure que j'oublie tout le temps
de trahison. Et en fait, ce qui va aller avec ces blessures-là, ce sont les masques qu'on va porter du coup au quotidien, les masques qu'on se crée une fois qu'on a été blessé, qui nous permettent de survivre tout simplement en ayant ces blessures-là. Voici une image pour mieux illustrer la façon dont la blessure et le masque correspondant sont liés. La blessure intérieure peut être comparée à une blessure physique que tu as sur la main depuis longtemps, que tu ignores et que tu as négligé de soigner. Tu as plutôt préféré porter un gant pour ne pas l'avoir. Ce gant équivaut au masque. Tu as cru que de cette façon tu pourrais prétendre ne pas être blessé, mais non. Et disons que cette lésion te fait très mal à chaque fois que quelqu'un te touche la main, même si elle est protégée par ton gant. Lorsque quelqu'un te prend la main gentiment et que tu cries ah mais tu me fais mal, tout ça, je fais bien, hein. Tu peux imaginer la surprise de l'autre. A-t-il vraiment voulu te faire mal? Non. Car si tu souffres lorsque quelqu'un te touche la main, c'est bien parce que tu as décidé de ne pas t'occuper de ta blessure. L'autre n'est pas responsable de ton mal. Évidemment, à prendre avec des pincettes ce qu'elle te dit là, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui veulent aussi vraiment te faire mal. C'est vraiment dans le cas où en fait quelqu'un viendrait juste te dire quelque chose ou te faire quelque chose sans penser à mal, mais que toi ça te fait mal. Et après cette introduction, qui est un peu plus longue évidemment, on va avoir plusieurs chapitres avec les 5 blessures et pour chaque blessure une liste caractéristiques de ton comportement, de comment tu fais les choses, quelle est ton attitude au quotidien face à certaines situations, etc. selon la blessure que tu as. J'en profite aussi pour préciser que pour Lise Bourbeau, la liste des comportements, des caractéristiques d'une personne par rapport à sa blessure est moins à prendre en compte pour savoir quelle blessure tu as le plus que en réalité la description physique. Parce que même pour chaque blessure, Lise Bourbeau dresse une espèce de portrait robot du genre de physique qu'une personne avec telle ou telle blessure a de grandes chances d'avoir. Parce que ce qu'elle dit en fait, c'est que si tu commences à lire les descriptions de certaines blessures et que tu es absolument persuadé de te reconnaître dans une blessure plus qu'une autre, et il y a quand même un risque que ce soit ton ego qui soit en train de te mentir. Parce que l'ego, lui, est persuadé que les masques que tu mets en place sont là pour te sauver la vie. Et c'est un peu le cas. Mais nous, on veut plutôt guérir en réalité, tu vois. On veut arrêter de mettre des masques pour traiter les véritables blessures et enfin être nous-mêmes. Et donc une manière d'être beaucoup plus sûr de soi et de pas se tromper, c'est de se référer au portrait robot dressé pour chaque blessure. Parce que même si notre tête peut nous raconter des choses, le corps lui ne ment pas. Alors par contre, les chapitres sont longs. Les descriptions pour chaque blessure sont extrêmement détaillées, ce qui est bien. Je vais pas tout détailler moi ici parce que clairement on n'est pas là pour faire des reportages de 8 heures, tu vois. Mais je vais vous lire pour chaque blessure le masque qui correspond, quelques caractéristiques et en fait à la fin de chaque blessure elle fait un tableau récapitulatif. En fait, elle explique à chaque fois les trucs importants, c'est-à-dire avec quels parents cette blessure a été le plus susceptible d'être éveillée, quelles sont les caractéristiques physiques, quelles sont les caractéristiques au niveau du comportement, de l'attitude, le genre de vocabulaire qu'on va avoir tendance à utiliser, parce que oui, il y a des mots qu'on utilise plus que d'autres selon la blessure qu'on a. Voilà, on y va. Alors, on y va, on va commencer par la blessure la plus importante, la blessure de rejet. Alors la blessure de rejet, c'est vraiment la blessure la plus profonde. C'est la blessure qui se manifeste généralement en premier. Tout à l'heure, je vous parlais du portrait qui est dressé à chaque fois pour chaque blessure. Je sais pas si on va voir quelque chose. Le rejet est une blessure très profonde car celui qui en souffre se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d'exister. L'âme qui revient sur Terre dans le but de travailler sur cette blessure vit du rejet dès la naissance et pour plusieurs même avant de naître. Et dans le cas d'une grosse blessure de rejet, le masque qui est mis en place est appelé le masque du fuyant. Ce masque se reconnaît physiquement à un corps fuyant, c'est-à-dire un corps ou une partie du corps qui semble vouloir disparaître. Le corps est étroit, contracté, ce qui le rend plus facile à faire disparaître ou à ne pas prendre trop de place. C'est un corps qui ne veut pas prendre trop de place, à l'image du fuyant qui essaierait toute sa vie de ne pas utiliser trop d'espace. Le fuyant est une personne qui doute de son droit à l'existence et qui ne semble pas s'être incarné complètement.
Elle est très portée sur les détails physiques quand même, hein. Parce que pour elle, c'est ce qui se voit le plus finalement, donc... Porter un masque signifie ne plus être nous-mêmes. Nous adoptons une attitude différente dès le jeune âge en croyant qu'elle nous protégera. La première réaction d'une personne qui se sent rejetée est de fuir. L'enfant en voie de se créer un masque de fuyant lorsqu'il se sent rejeté est celui qui vivra le plus souvent dans son monde imaginaire. Ce qui explique pourquoi celui-ci est en général un enfant très sage, tranquille, qui ne cause pas de problème et qui ne fait pas de bruit. Sur cette blessure-là, la personne qui a ce profil type de fuyant, c'est vraiment la personne qui s'isole, quoi. Le fuyant a généralement très peu d'amis à l'école, on le considère comme solitaire, on le laisse seul. Il entre dans un cercle vicieux, il met son masque de fuyant lorsqu'il se sent rejeté pour ne pas souffrir, mais il devient tellement effacé que les autres ne le voient plus. Donc il se retrouve de plus en plus seul et donc il se sent de plus en plus rejeté. Aussi, pour chaque profil type, donc, elle va établir la plus grande peur pour cette personne, pour ce type de personne. Et dans le cadre de la blessure de rejet avec un masque de fuyant, la plus grande peur est la panique. Aussitôt qu'il pense qu'il pourrait paniquer dans une situation, sa première réaction est de se sauver, de se cacher ou de fuir. Il préfère disparaître parce qu'il sait qu'en état de panique, il fige sur place. Il est tellement convaincu de ne pas pouvoir la gérer qu'il finit par croire facilement à une possibilité de panique future alors que ce n'est pas le cas. Du coup, moi je vais pas tout vous détailler parce que c'est vraiment super long. Voilà, et à la fin donc le petit tableau caractéristique de la blessure de rejet. On va passer maintenant à la blessure d'abandon, qui est en fait la deuxième blessure la plus profonde, puisque ce sont les deux blessures, celle-là et la blessure de rejet, qui touchent vraiment à l'être. Alors que les trois autres blessures, ça va plutôt être de l'ordre de l'avoir, du faire. Là, pour le coup, c'est vraiment, ça touche l'être profond de la personne. Abandonner quelqu'un, c'est le quitter, le laisser, ne pas vouloir s'en occuper. Plusieurs personnes confondent le rejet et l'abandon. Regardons ensemble la différence. Si dans un couple, par exemple, l'une des personnes décide de rejeter l'autre, il le repousse pour ne plus l'avoir à ses côtés. Si par contre, il décide de l'abandonner, il le quitte, il s'en va pour s'en éloigner temporairement ou définitivement. La blessure vécue dans le cas d'un abandon est la deuxième plus souffrante après celle du rejet, car ces deux dernières touchent l'être directement. Voici quelques exemples de situations pouvant réveiller la blessure d'abandon chez un enfant. Un enfant peut se sentir abandonné si sa mère se trouve tout à coup très occupée avec un nouveau bébé, si ses parents partent travailler tous les jours et ont très peu de temps pour lui, lorsqu'il est amené à l'hôpital et qu'on doit le laisser là-bas, par exemple quand il naît avec une certaine situation médicale, une maladie ou quoi qui fait qu'en fait tu dois rester là-bas quelques jours ou plus. Lorsque ses parents l'emmènent chez une gardienne, chez une nounou, etc. Bref, vous avez compris, énormément de situations dues à l'enfance qui font qu'on peut développer cette blessure d'abandon. Le masque qui se corrèle à la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. Ceux qui souffrent d'abandon ne se sentent pas assez nourris affectivement. Le manque de nourriture physique peut aussi causer la blessure d'abandon, qui commence habituellement avant l'âge de 2 ans. Le masque que l'humain se crée pour tenter de se cacher sa blessure est celui du dépendant. Ce masque est caractérisé par un corps qui manque de tonus. Le dépendant croit qu'il ne peut arriver à rien tout seul et qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour le supporter. Son corps reflète ce besoin, ce manque de soutien, et on peut facilement voir en cette personne le petit enfant qui a besoin d'aide. Faites gaffe parce que vraiment, des fois ça va être un peu violent de lire certaines choses dans ce livre. Le dépendant est une personne qui dramatise beaucoup, le moindre petit incident prend des proportions gigantesques. Ceux qui ont une blessure d'abandon très prononcée, vous êtes des drama queens en fait. Voilà. Vous êtes un peu poisson peut-être. Moi j'ai l'impression que ça ressemble un peu aussi à une poisson. Et je peux le dire parce que je suis poisson. D'accord, donc je ne juge personne. Mais ouais, je sais pas, il y a un peu une Pisces vibe, tu vois. La forme d'aide dont le dépendant a le plus grandement besoin est le soutien des autres. Qu'il ait ou non de la difficulté à prendre des décisions par lui-même, le dépendant demande généralement l'opinion ou l'approbation des autres avant de décider.
So fun. Il a besoin de se sentir soutenu, supporté dans ses décisions. C'est la raison pour laquelle ce genre d'individu passera pour quelqu'un qui a de la difficulté à se décider. Voilà. La plus grande peur du dépendant, sans surprise, c'est la solitude. Parce que ce sont des personnes qui sont persuadées au fond de ne pas savoir la gérer, de ne pas pouvoir la gérer. Et du coup, en fait, c'est typiquement les people pleasers. Les gens qui se plient en quatre pour les autres, pour qu'on les aime, pour qu'on les apprécie. Parce que, peur d'être seul en fait. Peur d'être seul de ouf. Et ça te fait faire des choses pour les autres que tu ne fais même pas pour toi. Et ça te permet de croire qu'on ne t'abandonnera jamais. Alors qu'en fait... La personne dépendante est celle qui a la plus grande capacité à ne pas voir le problème dans son couple. Je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Hein. Si vous n'avez pas lu ce livre, vous n'êtes pas prêts. Vous allez prendre des claques, mais à chaque page en fait. Elle préfère croire que tout va bien parce qu'elle craint d'être abandonnée. Si l'autre lui annonce qu'il veut partir, elle souffre énormément parce que ne voyant pas les problèmes du coup, elle s'y attend pas. Elle s'y attend pas. Bon, peut-être qu'il va y avoir une petite différence, soit de lumière, de qualité, d'angle, voilà. Mon enregistrement s'est coupé, j'ai dû le relancer, donc voilà, on fait avec, hein, c'est les aléas du métier. Moi, j'ai pas d'équipe technique, j'ai pas d'équipe maquillage, coiffage, bronzage, donc on fait comme on peut. Alors, je disais, Miss Lise Bourbeau qui nous parle de la blessure d'abandon et qui nous dit si tu vois que tu t'accroches à quelqu'un parce que t'as pas envie d'être seule, que ça te fait même très très peur d'être seule et que tu vois que tu te plies en 12 pour la personne pour pas être abandonnée, trouve une image mentale, imagine quelque chose qui te donne du support, ne te lâche pas, surtout pas lorsque tu vis des moments de désespoir et que tu crois que tu ne peux plus te faire aider de l'extérieur. En te supportant toi-même, la lumière se fera et tu trouveras la solution. Parce que, en fait, Miss Lise Bourbeau, elle nous envoie des gros tacles, ça met toutes les pages pour nous dire les 4 vérités qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais quand même, elle te laisse pas comme ça dans la nature, après t'avoir frappé au sol. Elle te donne quand même des tips. Je tiens quand même à préciser que la liste de toutes ces caractéristiques qu'une personne pourrait potentiellement avoir quand elle a une blessure plus qu'une autre, il y a pas tout n'est pas à prendre en compte en fait, évidemment, hein, ça tombe un peu sous le sens, mais t'es pas obligé de cocher toutes les cases pour que ça fonctionne. Et donc, comme pour les autres blessures, on a pareil en fin de chapitre le tableau récapitulatif des caractéristiques de la blessure d'abandon. On passe maintenant à la 3e blessure qui est la blessure d'humiliation, qui fait partie cette fois-ci des blessures de l'avoir et du faire plus que de l'être. Cette blessure-là, en fait, elle va généralement apparaître à l'âge où on va développer les fonctions physiques du corps. Dans le sens où ça va être à peu près à l'âge où l'enfant apprend à marcher, à être propre, à fonctionner un peu tout seul, quoi. Et cette blessure-là, en fait, elle va s'éveiller si l'enfant ressent que l'un de ses parents, ou même parfois les 2 parents, peuvent avoir honte de lui. En gros, dès qu'il va se sentir rabaissé, humilié en public, comparé à d'autres, voilà, ce genre de choses. L'enfant se sent abaissé s'il se sent très contrôlé par un parent, s'il trouve qu'il n'a pas la liberté d'agir ou de bouger comme il le veut au niveau physique. Cette blessure-là, elle amène à se construire un masque, en fait ce qu'on appelle le masque du masochiste, typiquement celui qui aime souffrir. C'est donc en fait la personne qui va se créer elle-même ces situations de merde en fait pour souffrir, inconsciemment évidemment, mais qui va se retrouver un peu par elle-même dans des situations où elle se fait souffrir elle-même. Parce que c'est ce qui est confortable pour elle. Ça va lui procurer un sentiment de confort parce que c'est ce qu'elle a connu. Le sentiment principal vécu par une personne digne de cette blessure-là, c'est la honte. Et en fait, on a honte quand on considère, à tort ou à raison, que ce qu'on a fait n'est pas correct. Et à cause de ce sentiment de honte permanent, le masochiste va se créer un corps qui lui fait honte. Le masochiste a le don de se placer dans des situations où il doit prendre soin de quelqu'un d'autre. Il s'oublie ainsi de plus en plus, et plus il en prend sur son dos, plus il prend du poids. Il se sent d'ailleurs rarement reconnu pour tout ce qu'il fait. Vous savez, c'est un peu un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un peu typiquement les femmes qui en font des tonnes chez elles, sans qu'on leur ait forcément mis le couteau sous la gorge, tu vois, mais
mais qui derrière adore dire ouais non mais moi tu te rends compte, j'ai fait tout ça et on me remercie pas et on me traite comme de la merde. C'est typiquement ce profil-là en fait. C'est celui qui se met dans des situations, qui fait en sorte qu'elles soient acceptées, qui se laisse traiter d'une certaine manière, mais qui, à côté de ça, va adorer s'en plaindre, tu vois, mais qui va pas forcément entendre les solutions que tu peux lui apporter. C'est plus dans le sens, je me mets dans une situation de merde et je m'y complais au fond parce que ça me réconforte sur ce que je pense de moi, sur ce qu'on m'a amené à penser de moi, et en gros, les solutions, je m'en fous. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est très paradoxal parce que comme elle le dit dans son livre, le masochiste ne réalise pas qu'en accomplissant tout pour les autres, il les abaisse et les humilie en leur faisant sentir que sans lui, ils ne peuvent pas y arriver seuls. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a cette notion de masque qui, d'un côté, veut nous protéger, mais qui en réalité nous fait faire l'inverse de ce qui serait bon pour nous, de ce qu'on aurait vraiment souhaité avoir, et qui en plus traite les autres de la même manière qu'on se fait traiter ou qu'on s'est fait traiter. Et typiquement, on dit souvent que ce que tu vas détester chez une personne, mais c'est littéralement en fait ce qu'elle te projette en toi, ce qui est projeté de toi vers elle, parce que les autres sont juste ni plus ni moins que des miroirs de nous-mêmes. Et ce que tu vas détester voir chez quelqu'un, et bah la plupart du temps c'est une partie de toi que tu n'as pas vue, que tu n'as pas acceptée, et parfois ce sont des comportements que toi-même tu mets en place. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais dans une dispute parfois avec quelqu'un, avec une amie ou quoi, un ami, un proche, vous allez avoir tendance parfois à vous reprocher exactement les mêmes choses. T'as déjà remarqué ça ou pas ? Ouais, mais franchement, en ce moment, je trouve que vraiment, t'es tout le temps centré sur toi-même, on peut rien dire. Et comment ça, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est toi qui es comme ça. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Déjà, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, c'est ma phrase culte, c'est ma phrase préférée. Je la sors tout le temps, à toutes les sauces, parce que ce phénomène-là, justement, moi, je le constate énormément et de plus en plus. Et maintenant, j'arrive à me poser 2 minutes, tu vois, et à me dire, ah ouais, effectivement, généralement, si c'est un truc que j'ai repéré chez quelqu'un, généralement, c'est que ça me revient aussi, parce qu'en fait, ça vient de moi, et que ce qui existe chez l'autre existe chez moi. Voilà, tout simplement. Et alors, la petite phrase réconfortante de Lise Bourbeau. Lorsque le masochiste saura au plus profond de lui qu'il est spécial et important, il n'aura plus à le prouver aux autres. En se reconnaissant, son corps n'aura plus besoin de prendre de la place et il connaîtra enfin sa valeur. Et l'un des plus gros soucis, en fait... Pardon, je me recoiffe. L'un des plus gros soucis du masochiste, de la personne qui souffre de la blessure d'humiliation, c'est que ce sont des personnes qui galèrent un max à exprimer les vrais besoins qu'ils ont, leurs vrais besoins, ok ? Et c'est parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs besoins qu'on ne peut pas répondre à leurs besoins. Que eux-mêmes déjà ne peuvent pas répondre à leurs besoins et que les autres encore moins. Le masochiste a de la difficulté à exprimer ses vrais besoins et ce qu'il ressent véritablement, car depuis son jeune âge, il n'ose pas parler par peur d'avoir honte, ou de faire honte à quelqu'un. Les parents d'un enfant masochiste lui disent fréquemment que ce qui se passe dans la famille ne regarde pas les étrangers, qu'il ne doit pas en parler, il doit tout garder pour lui. Les situations honteuses où les membres de la famille dont on a honte doivent être tenus secrets. Et puis, la plus grande peur du coup pour cette blessure-là, paradoxalement, ça va être la liberté. Parce que, comme pour la blessure d'abandon, avec la solitude qu'il ne pense pas pouvoir gérer, le masochiste a très peur de la liberté parce qu'il ne sait pas s'il pourra la gérer également. Il s'arrange donc inconsciemment pour ne pas l'être, pour ne pas être libre. Comment ? En étant toujours là pour les autres, en se pliant en quatre pour les autres et en s'occupant tellement des besoins et des envies des autres qu'il n'a même pas le temps de se poser pour savoir ce qu'il souhaite pour lui-même. Voilà, donc plusieurs pages également sur les comportements et caractéristiques de cette blessure. Et donc on a à la fin le tableau récapitulatif. Nous arrivons à la blessure numéro 4, la blessure de trahison, avec comme masque le masque du contrôlant. Cette blessure est éveillée entre l'âge de 2 et 4 ans, au moment où l'énergie sexuelle se développe, engendrant ainsi le complexe d'Oedipe. Cette blessure est vécue avec le parent du sexe opposé. L'âme qui veut travailler sur cette blessure s'attire un parent avec qui il y aura une très forte connexion d'amour et une grande attirance mutuelle, donc un fort complexe d'Oedipe.
Alors là, attention, parce que c'est la blessure des beaux gosses, d'accord. Guette-moi ce corps de contrôlant, archi perfect. La blessure des beaux gosses. Mais te réjouis pas trop vite, puisqu'en fait, la suite, ça va te faire redescendre. Vous êtes, je pense, familier avec le complexe d'Oedipe. Mais en fait, quand on a un parent du sexe opposé qui est très très contrôlant et très très possessif de son enfant, ce complexe va être très mal vécu. Ce qui fait qu'avec le temps, en grandissant, cet enfant-là va avoir tendance plus tard à énormément comparer tous ses partenaires aux parents avec qui il a eu ce complexe d'Oedipe. L'âme qui s'incarne dans le but de guérir la blessure de trahison se choisit des parents qui utilisent la séduction avec l'enfant et qui sont plutôt centrés sur eux-mêmes. Avec ce genre de parents, l'enfant est porté à sentir qu'ils ont besoin de lui et il veut surtout que le parent du sexe opposé se sente bien. Donc, lorsque l'enfant va commencer à vivre des expériences de trahison, à être dans cette blessure-là, il va mettre en place ce qu'on appelle le masque du contrôlant. Ça va être quelqu'un qui va veiller énormément à respecter ses engagements, à faire en sorte que les autres respectent toujours leurs engagements, être très fidèle, très responsable, carré quoi. Tu vois. Et avec un corps de BG comme ça que tu vas développer, le message en fait c'est je suis responsable, vous pouvez me faire confiance et aussi le but de ce corps là c'est vraiment de dégager une espèce de force, tu vois, genre vous pouvez compter sur moi, je suis solide, tu vois. Au niveau du comportement et des attitudes intérieures du contrôlant, la force est une caractéristique commune à toutes les personnes qui ont une blessure de trahison. Il est important pour elles d'arborer leur force et surtout leur courage. Très exigeantes avec elles-mêmes, elles veulent montrer aux autres ce dont elles sont capables. Elles vivent tout acte de lâcheté, donc de manque de courage, comme une trahison. Elles s'en voudront énormément de lâcher un projet, de ne pas avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout, et elles ont beaucoup de difficultés à accepter la lâcheté chez les autres. Les personnes contrôlantes sont des personnes qui ont une très forte personnalité. On est toujours dans ce côté force vraiment absolue. Elles veulent en faire beaucoup aussi. Et elles s'effondrent si elles se rendent compte qu'elles se sont trahies elles-mêmes. C'est-à-dire en ayant été lâches, en n'allant pas au bout d'un projet, en ne respectant pas une promesse qu'elles se sont faites. Voilà. Ce sont des personnes aussi qui ont des idées bien tranchées, des avis bien prononcés et qui n'ont absolument pas peur de les exprimer. Mais plutôt que d'être dans l'échange d'idées, elles vont plutôt avoir tendance à vouloir te convaincre absolument que ce qu'elles pensent, elles, c'est la vérité absolue. Et parfois, du coup, ça peut les amener à être un petit peu agressives dans certains cas. C'est aussi, tu sais, le genre de personnalité qui supporte pas les gens lents. Tu vois, les gens lents à comprendre, lents à faire. C'est des personnes qui sont vraiment très vives, tu vois, très. J'ai pas le temps, j'ai pas de patience, voilà. Il y a des gens qui me viennent en tête actuellement. C'est super drôle. C'est ça aussi qui est marrant dans ce truc, c'est que bon, il y a un côté un peu lourd, évidemment, mais il y a un côté très très marrant quand tu reconnais des comportements chez les gens. Tu te dis putain, en fait, je comprends mieux. C'est des gens qui vont beaucoup te dire t'as compris ou pas, tu comprends ce que je te dis? En revanche, si elles tombent sur des personnes plus fortes qu'elles, là par contre il n'y a plus personne. Elles vont tenter par tous les moyens de s'esquiver, de fuir pour ne pas se retrouver confrontées aux personnes plus fortes qu'elles parce qu'elles pourraient pas le supporter en fait. Genre perdre la face, non, certainement pas. C'est pas une preuve de force. Ce sont bien évidemment des personnes qui détestent la flemme, qui détestent les flemmards, qui détestent les gens qui ne font rien de leur vie. Selon elle, bien évidemment. Enfin, avec qui il faut être productif, en fait. Vous retrouverez, bien évidemment, comme pour les autres, le tableau récapitulatif de la blessure de trahison. Voilà, un corps qui exhibe force et pouvoir, un regard intense et séducteur, un vocabulaire très fort, quelqu'un qui se croit très responsable, qui cherche à être spécial et important, qui ne tient pas ses engagements et ses promesses ou se force pour les tenir, peur de ne pas pouvoir convaincre l'autre, de se faire mentir ou de passer pour un menteur, peur de la colère de l'autre ou de sa propre colère, peur de se confier, de montrer sa vulnérabilité, de passer pour vulnérable, de se faire manipuler ou de se faire séduire, d'être obligé de s'engager, etc. Voilà, si tu te vois dans ces peurs, voilà un bon moyen pour découvrir que tu n'es pas toi-même et que c'est ta blessure de trahison qui prend le dessus. Voilà. On va passer à la dernière blessure, et non pas des moindres, la blessure de l'injustice.
Une personne qui souffre d'injustice est celle qui ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, qui ne se sent pas respectée ou qui ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Une personne peut aussi souffrir d'injustice lorsqu'elle reçoit plus que ce qu'elle croit mériter. L'enfant trouve injuste de ne pas pouvoir bien intégrer son individualité, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir être lui-même. Il va vivre cette blessure surtout avec le parent du même sexe. Il souffre de la froideur de ce parent, c'est-à-dire de son incapacité de sentir et de s'exprimer. Je ne dis pas que tous les parents de ceux qui souffrent d'injustice sont froids, mais ils sont perçus comme ça par l'enfant. Le masque qui va avec cette blessure, c'est le masque du rigide. Quand on va souffrir de la blessure d'injustice, on va avoir tendance à vouloir se couper de ce qu'on ressent, d'accord ? Couper le ressenti. Comment ? Avec un masque rigide. Et encore une fois, là où tout le paradoxe se trouve, c'est que les personnes paraissant très rigides, très froides, très détachées, sont en réalité les personnes les plus sensibles. Parce que c'est pas parce qu'on fait croire qu'on ne ressent rien qu'on ne ressent rien. Au contraire. Les personnes rigides sont très sensibles, mais elles développent la capacité de ne pas sentir cette sensibilité et de ne pas la montrer aux autres. Les rigides, ce sont des personnes qui vont avoir énormément tendance à croiser les bras. Tu sais, pour couper ici au niveau du plexus solaire, de là où tu ressens vraiment les choses, et au niveau aussi du chakra du cœur, tu vas couper comme ça pour pas ressentir. Ce sont des personnes qui vont aussi beaucoup s'habiller en noir, qui se tiennent très droites, très rigides. Au niveau de la description du corps, on parle effectivement de corps droit, le plus parfait possible. Le corps est bien proportionné. C'est la personne qui apparemment a le plus peur de prendre du poids. Il fera tout pour pas grossir. C'est la personne qui accepte pas du tout d'avoir pris genre 2 kilos pendant les fêtes de Noël. Et ce sont des personnes qui du coup deviennent très très perfectionnistes puisqu'elles essayent de faire en sorte que tout soit toujours juste. Ce sont des personnes qui cherchent la justice et la justesse à tout prix, des personnes qui deviennent très perfectionnistes et qui pensent que c'est en devenant perfectionnistes qu'elles atteindront justement cette justice et cette justesse. Déjà très jeune, le rigide s'aperçoit que on l'apprécie davantage pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est. Même si c'est pas toujours la réalité, il en est convaincu. Voilà pourquoi il devient très performant, il commence à se débrouiller tout seul rapidement. Il fait tout pour ne pas avoir de problème, même lorsqu'il est en plein dedans, il préfère dire qu'il n'en a pas pour éviter de sentir la souffrance qui y est reliée. C'est quelqu'un de très optimiste, souvent trop, il croit qu'en disant souvent « pas de problème », aucun souci, tout va bien, eh bien les situations difficiles se régleront plus vite. D'ailleurs, il fait tout pour les résoudre lui-même. Il ne demande de l'aide qu'en tout dernier recours. Le rigide n'aime pas non plus être en retard, mais il le sera souvent parce qu'il prend beaucoup de temps à se préparer. Bah oui, puisqu'on parle de quelqu'un qui est perfectionniste, qui veut que tout soit juste, droit, carré, forcément. Le mérite est important pour le rigide et signifie obtenir une récompense suite à une bonne performance. En fait, les rigides, c'est les gens axés à fond les ballons sur la productivité. Et du coup, justement, c'est des gens qui vont procrastiner à fond parce qu'ils sont tellement dans un truc, un délire de faut que ce soit bien, faut que ce soit pas... Non, pas faut que ce soit bien, il faut que ce soit parfait, que du coup, ça te bloque en fait. Et encore une fois, c'est ton masque qui te bloque et qui va te faire l'inverse de ce qui était prévu. Sans surprise aucune, la plus grande peur du rigide, ça va être la peur de se tromper, évidemment. C'est le genre de personne qui, comme moi, va avoir tendance à tout le temps demander si « est-ce que je fais c'est bien là ? Est-ce que je suis en train de faire le truc bien ? Est-ce que c'est bien ça la consigne ? Est-ce que je suis sur la bonne route ? » Mais évidemment, encore une fois, dans le paradoxe, c'est une personne qui va s'attirer énormément d'injustice en fait, toute seule, parce que elle va être déjà très injuste avec elle-même, puisqu'elle est perfectionniste, puisqu'elle croit que tout doit être parfait tout le temps, qu'elle doit être parfaite tout le temps, et puis injuste avec les autres en fait. Peut-être parce qu'elle sera aussi beaucoup dans la comparaison, elle va attendre un peu le même genre de performance des autres. Et puis voilà, ouais, quelqu'un qui se demande constamment si ses choix sont les bons ou pas. Ce qui peut pousser aussi à être très très indécis. Compliqué, hein ? Voilà. Le rigide recherche tellement la perfection qu'il est plutôt porté à se contrôler lui-même qu'à contrôler les autres. Mais en tout cas, il devient performant et s'en demande tellement que les autres vont lui en exiger du coup autant. Combien de fois ai-je entendu des femmes rigides dire à leur entourage « Arrêtez de me prendre pour la femme bionique qui peut tout, arrêtez de me prendre pour Superwoman ». Mais en réalité, ces femmes se parlent à elles-mêmes. Les autres sont là pour lui refléter à quel point elles s'en demandent. C'est aussi des personnes qui sont aussi
tout le temps très très tendues. Même quand elles se reposent, elles sont tendues, genre. Les muscles comme ça. Je sais pas si vous avez regardé Modern Family, c'est un peu genre Claire Dunphy. Meuf, elle est tendax comme ça, tu la vois tout le temps dans la performance et tout. Et c'est ça aussi qui est marrant, c'est que du coup, quand tu connais bien les blessures et les caractéristiques qui vont avec et que tu sais reconnaître, et ben en fait, tu peux faire ça non seulement avec tes proches, mais aussi dans les séries et dans les films. Parce que les archétypes qui sont présentés dans les personnages principaux, généralement présentent des blessures et des comportements qui vont avec. Et ça aussi, c'est intéressant à constater. Donc on a passé les différents chapitres qui détaillent chaque blessure énoncée avec leur tableau de caractéristiques et vraiment je vous invite à, si ça vous intéresse, les lire vraiment attentivement, plusieurs fois, peut-être même à demander en fait à des gens qui vous connaissent très très bien si eux aussi voient tel ou tel comportement chez vous, parce que peut-être que vous allez vous trouver comme ceci, comme cela, et que c'est pas tellement le cas et qu'en fait vous pourriez correspondre plus à une autre blessure. Donc voilà, à lire attentivement et puis surtout, comme l'autrice le suggère, se référer à la description physique. Donc dans le dernier chapitre, le chapitre 7, Lise Bourbeau s'attarde maintenant sur la guérison en fait de toutes ces blessures une fois qu'on en a pris conscience. Et ce qu'elle indique en fait, c'est que la toute première étape, avant toute chose, c'est de reconnaître la blessure et de l'accepter. Et quand on parle d'acceptation, on ne parle pas d'accepter la situation dans le sens où on va la laisser telle qu'elle, ou alors dans le sens où on serait d'accord avec, mais plutôt dans le sens de la reconnaître, lui donner de la légitimité et lui laisser de la place pour être. On dit toujours que reconnaître un problème, c'est le premier pas vers la guérison, et ben là, c'est exactement ça. Avoir été capable de te créer un masque pour ne pas souffrir a été un acte héroïque, une démarche d'amour envers toi-même. Ce masque t'a aidé à survivre et t'adapter à l'environnement familial que tu as toi-même choisi avant de t'incarner. On y croit, on n'y croit pas, bref. La véritable raison pour laquelle nous naissons dans une famille ou que nous sommes attirés par des personnes qui ont les mêmes blessures que nous, c'est qu'au début, nous aimons le fait que les autres soient comme nous. Après quelques temps, nous commençons à trouver des défauts aux autres, nous ne les acceptons plus comme ils sont. Nous cherchons donc à les changer, ne réalisant pas que ce que nous n'acceptons pas chez les autres sont les parties de nous que nous ne voulons pas voir par peur d'avoir à changer. Nous croyons que nous devons changer quand en réalité nous devons guérir. Enfin, l'autrice nous cite les 4 étapes que nous traversons lorsque nous créons un masque suite à une blessure. Et elle explique qu'en fait le moment où on en sera véritablement guéri, c'est quand on aura traversé ces 4 étapes mais à l'inverse. C'est-à-dire que les 4 étapes de la création d'un masque, c'est quand on est tout d'abord nous-mêmes, qu'ensuite on vit une situation douloureuse parce qu'on se rend compte qu'être nous-mêmes, ça ne convient pas à un de nos parents ou ça nous a mis dans telle situation, etc. En 3e étape, on a ce qu'on appelle la révolte où en gros on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. On fait des crises quand on est enfant, etc. Et on tente de résister. Et ensuite la dernière étape, c'est on est résigné. On se crée le masque pour ne plus souffrir, pour pouvoir vivre, ou plutôt survivre, et ne pas revivre tout ça. Et en fait, la guérison, pour Lise Bourbeau, c'est de traverser ces 4 étapes, mais à l'inverse. C'est-à-dire se rendre compte de son masque, de sa blessure. Ensuite, on a une étape de révolte où on est vraiment indigné par ce qu'on découvre, par ce qu'on a traversé. On peut ressentir de la colère, etc. Ensuite, on laisse sa place à la douleur qui doit être, tout simplement. Et ce qui nous permet en dernière étape d'être nous-mêmes. Voilà. Juste en dernier lieu, j'aimerais juste souligner un truc qui me paraît assez important que Lise Bourbeau met dans son livre. C'est qu'en fait, en entamant un chemin de guérison, ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement de vivre des situations d'injustice, de trahison, d'abandon, etc. Mais simplement, on sera plus à même de l'accepter après avoir guéri et on n'aura plus du tout les mêmes réactions qu'on aurait pu avoir avant. De quelle façon peux-tu savoir si tu vis pleinement cette acceptation lorsque tu sauras que ton comportement qui vient d'affecter quelqu'un ou toi-même fait partie d'être un humain et que tu acceptes d'en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Cette notion de responsabilité est primordiale pour t'accepter véritablement. Le fait d'être humain signifie que tu ne peux pas plaire à tout le monde et que tu as le droit d'avoir certaines réactions humaines qui peuvent déplaire. Accepte-toi sans te juger ni te critiquer.
En effet, tu découvriras à ta grande surprise que plus tu te donnes le droit de trahir, de rejeter, d'abandonner, etc., moins tu le feras. Donc voilà, l'idée un peu de la clé de tout ça, c'est vraiment l'acceptation dans le sens la reconnaissance de ce qui est, pour ensuite entamer le processus de guérison. Voilà. Rien que ça. Si vous voulez mon avis, peut-être que vous ne le voulez pas, mais je vais vous le donner quand même. Ce livre a été, pour moi en tout cas, super intéressant à lire, super intéressant à découvrir. J'y ai vu plus clair sur mes comportements, mais aussi sur les comportements de mes proches, et parfois ça aide beaucoup pour les comprendre. Maintenant, je trouve pas que ça suffise en soi, parce que même si elle donne des clés pour pouvoir s'aider soi-même à avancer, moi j'ai essayé de le faire de mon côté, et c'était catastrophique. C'est-à-dire que c'était tellement lourd que ça m'a plus plombé qu'autre chose, et ça m'a même amené à une espèce de dépression, mais qui était liée aussi à d'autres éléments, mais disons que ça n'a pas aidé, tu vois. Et depuis que je suis en thérapie, je me rends compte que c'est un travail beaucoup plus long qu'on ne le pense, qui du coup peut être décourageant, mais que ça en vaut vraiment la peine. Et pour moi, si on veut entamer un vrai chemin de guérison, il faut être accompagné, parce que seul, en tout cas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. C'est mieux de pouvoir s'aider avec quelqu'un de compétent, d'expérimenté, de professionnel, qui va pouvoir prendre les choses avec du recul, qui va pouvoir t'aider à prendre du recul aussi, et faire les choses à ton rythme en fait, tout simplement. Voilà. Pour le coup, malgré tout, même si je suis pas spécialement d'accord avec tout ce qui est dit là-dedans, et c'est ok de pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit là-dedans, je le trouve quand même aussi super important dans un objectif de pas en fait reproduire les blessures sur tes enfants derrière. Parce que ce qu'elle dit aussi beaucoup, c'est qu'en fait, un parent qui n'a pas réglé ses blessures va les transmettre à ses enfants sans le faire exprès, hein, mais comme on a pu le voir, en fait, tu peux avoir envie de faire quelque chose dans le bon sens, et parce que tes blessures t'en empêchent et ton masque t'en empêche, tu fais totalement l'inverse. Voilà. Le fait de s'en rendre compte et d'en guérir, tout simplement, ça te permet de ne pas reproduire ça et d'arrêter cette transmission de génération en génération de ce qui n'est pas bon pour toi ni pour les autres. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Oui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je ne sais pas si tu connaissais ce livre. Si tu le connaissais, n'hésite pas à m'en dire des nouvelles, à me dire ce que tu en as pensé. Et voilà. Merci d'avoir suivi ce book club avec moi. J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo book club sur un prochain livre de développement personnel. À la prochaine. Bisous.